Hello, on est ici pour parler BD jeunesse avec les Carnets de cerises. Le 5e tome vient de sortir tout récemment, c'est le dernier de la série, une série absolument géniale et ça tombe bien parce qu'on va rencontrer son auteur et sa dessinatrice. C'est parti. Bonjour Valérie Néret et Joris Chamblanc. Bonjour. Est-ce que ça va ? Oui. Formidable. Alors on est ici pour parler des carnets de cerises. Moi j'ai envie qu'on parle, même si ce dernier tome qui est sorti récemment, qui est très très bien, est plutôt intéressant, j'avais envie qu'on parle de la série en premier lieu. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour nos lecteurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est les carnets de cerises ? Alors, Cerise est une fille de 10 ans et demi qui, dans chaque album, va croiser quelqu'un de mystérieux et elle va vouloir comprendre le secret qu'il cache. Et elle va reporter le fruit de ses investigations dans son carnet intime. Et l'album est la combinaison entre des planches de BD et des extraits de son carnet intime. Et au fur et à mesure de la série, Cerise grandit et on va comprendre que si elle aime tant dévoiler le secret des gens, c'est parce qu'elle a un secret qui ne demande qu'à sortir. Et donc chaque tome, c'est une nouvelle étape vers la résolution de son propre secret, jusqu'à l'explosion dans le tome 5 évidemment, où elle nous dit tout. Et voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit. Il fait ça super bien, je suis impressionnée. Justement, on découvre le secret dans le 5e tome. Est-ce que ça signifie que c'est le dernier ? Eh bien, oui. Une voix commune. Oui, en fait, déjà, de base, au départ, nous, on voyait ça en 5 tomes. Alors, pour faire genre 5 tomes comme 5 étapes. Les 5 étapes du deuil. On s'est jamais caché en fait. Si tu regardes les interviews de 2013 sur le tome 1, on annonce clairement qu'il y a 5 tomes dès le début. Ouais. Et en fait, on voulait pas faire un truc continuer pour dire de continuer. Moi, j'avais envie de faire autre chose, même si j'adore la série. Justement, comme je l'adore, j'ai pas envie de me sentir enfermée dedans et d'avoir des engagements sur encore des années, alors que j'ai aussi envie de faire d'autres choses. Donc on s'est dit, de toute façon c'était prévu comme ça. Pour nous, elle arrive au bout de son voyage initiatique, elle est en paix, quoi. Et on trouvait que c'était un bon moment pour la laisser tranquille, et voilà. Après, c'est pas impossible qu'on y revienne. C'est pas impossible qu'on y revienne. On va déjà faire un petit bonus pour la fin d'année pour fêter les 10 ans de la collection Métamorphose. Et on a des idées, on a des envies, mais je pense qu'on a aussi besoin d'oublier le personnage, de la laisser un peu de son côté, parce qu'à la fin de celui-là, elle va mieux, elle va bien. Donc voilà, elle a besoin de faire sa vie aussi, nous la nôtre. Et quand on aura une envie commune et une idée qui nous fera vibrer, on s'y remettra, mais pour de temps en temps, quoi. On ne veut pas s'engager à se dire quand on aura 40 ans, on sera encore en train de faire Cerise. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais un peu peur que les gens me connaissent. Enfin, c'est déjà un peu le cas, mais j'avais peur que ça m'enferme vraiment dans un truc, quoi. Vraiment, Madame Cerise, quoi. Et j'ai envie de faire d'autres choses. Donc... Pour moi, c'est plus facile. J'ai déjà fait plein d'autres bouquins, donc on me connaît pour d'autres histoires. Mais pour Aurélie, c'est une situation plus compliquée. Donc voilà, on est arrivé au bout de notre repos. On a eu la chance d'arriver au bout. Maintenant, on passe à autre chose. Vous m'avez parlé d'un bonus pour les 10 ans de la collection Métamorphose ? Oui, ce sera une sorte de petit livre jeunesse illustré qui sera un épilogue du tome 5 et qui sera entièrement en page de carnet. C'est ce que je rêve de faire depuis le début. Et donc on va le faire. D'accord, donc on ne peut pas dire ce qui se passe à la fin du tome, mais non, ça concerne précisément la fin du tome et une nouvelle rencontre qu'elle fait dans sa vie. Et donc c'est Cerise elle-même qui va faire un petit livre jeunesse avec quelqu'un d'autre, je ne dis pas qui, et qui va raconter une petite histoire inédite qui servira d'épilogue. Super. Du coup, donc, je vais vous proposer en fait de nous expliquer un peu comment vous avez pensé la BD, comment vous avez travaillé dessus. Il va falloir que je m'en souvienne parce que j'ai écrit ça il y a 3 ans. Moi, ça va, c'est plus frais. Voilà, donc moi, c'est celle-ci qui m'a plu. Avec de ce côté-là, la double page. Ah, c'est la double, d'accord. De ce côté-là, les planches, la planche classique, entre guillemets, et ici, le carnet. Initialement, je démarre le processus en écrivant entièrement le scénario. Et mon document, il décrit case par case tout ce qui se passe. Donc Aurélie, quand elle reçoit le scénario, elle lit l'album en entier et donc ça nous permet d'en parler, de corriger, de voir le rythme. Et dans le scénario, j'incruste aussi les pages de carnet intime au fur et à mesure. Donc tout est vraiment écrit dans la continuité. Donc quand je suis arrivé à cette case-là, mon texte suivant, c'était bien celui-là.
Déjà, ça n'a pas été écrit séparément et tout ça. C'est bien ça tes questions, hein? C'est ok. Et après, j'écris aussi les dialogues case par case. Et dans un moment intimiste comme celui-là, entre la maman et l'institutrice de Cerise, pour moi, à ce moment-là, ce qui est important, ça va être les transmissions d'émotions, ça va être le langage non verbal, en fait. Ça va être toute la gestuelle et toute l'expressivité qui vont être vraiment importantes. Donc je vais essentiellement lui demander Après c'est une base qui me fait, mais moi quand je lis en fait je sais dans chaque case ce qui se passe et ce qu'on se dit. C'est l'émotion qu'elle doit transmettre. Et par exemple pour la case 3, la maman elle est un peu, on sent qu'elle est un peu borderline, elle est dans une phase très compliquée et tout, je veux pas trop en dire mais il y a beaucoup d'émotions et donc je me suis dit il faut vraiment qu'on fasse un gros plan et ce qui compte en fait c'est son visage. Donc c'est en fait la page d'avant on présentait un peu la pièce où ça se passe, l'ensemble du décor, mais là dans ce passage là justement comme disait Joris c'est vraiment les expressions, donc on s'est vraiment plus rapproché des personnages parce qu'au final la pièce on s'en fout un peu à ce moment là. Voilà, quand on est vraiment dans l'émotion, on évite les plans larges parce qu'on s'en moque. En fait, ce qui est important, c'est d'être vraiment au plus près des personnages pour avoir une empathie vraiment et ressentir tout ce qu'ils ressentent, voir leurs yeux. Dans cette fameuse case 3, elle a les yeux vraiment humides, donc ça suscite une émotion. Et nous, notre boulot, en fait, c'est ça, c'est de guider les émotions du lecteur pour qu'il ressente au fur et à mesure ce qu'on souhaite qu'il ressente. Après, moi, je peux parler de la page de carnet où là, Joris, il m'écrit le texte en gros tel que Cerise écrit. Et il me dit, par exemple, ce serait bien une photo des 3 petites, plusieurs. Mais tu me décris pas dans le détail forcément les trucs. Et des fois, j'en rajoute ou j'en enlève quand il n'y a pas je fais des choix aussi. Sur le moment et moi j'aime trop faire ces pages là en fait, ça va super vite parce que les pages de BD classiques c'est chouette mais c'est vraiment plus fastidieux comme travail, c'est plus long, faut d'abord il y a plein de problèmes à résoudre de storyboard, de cadrage, de lecture, etc. Alors que là c'est un peu je me fais mon fond de feuilles que je bouge un peu et tout et je fais 3 illustrations, je fous sur des calques comme des photos et en gros je m'amuse à les bouger, c'est vraiment du scrapbooking virtuel quoi et j'aime bien. Et pour moi ça a été un défi à chaque tome de lui proposer quelque chose de nouveau en fait qu'on n'avait pas fait dans les précédents. Dans le premier c'était vraiment le jour de l'intime de Cerise, dans le 2 il y avait un jeu d'écriture, dans le 3 il y avait 5 supports différents de livres. Des trucs de musique, du papier à musique, il y avait une recette. Un herbier, une recette. Dans le 4 c'était plus des petites BD que faisait Cerise et là c'était la relation épistolaire avec sa maman. Comme je sais qu'elle s'éclate dans les pages de carnet, j'essaye de lui trouver des choses inédites pour qu'elle s'amuse vraiment encore plus. Et c'est des pages que je préfère aussi recevoir parce que moi, voilà, je lui dis juste, là, ce sera un bloc de texte avec ça et puis une image où on voit Lynn sur le ventre de sa grande sœur et puis c'est tout, quoi. Donc c'est une vraie récréation et il y a beaucoup plus d'interaction sur ces pages-là, enfin beaucoup plus de malice et de gourmandise. Ouais. Et vu la façon dont vous parlez de votre travail, j'ai l'impression qu'il y a une vraie séparation entre dessin et scénario. Est-ce que Aurélie, vous avez parfois votre mot à dire sur l'histoire? Ah bah zut, alors parce que si on t'a donné cette impression, c'est genre tout l'inverse en fait. C'est tout. Si tu veux, j'ai ma volonté, j'ai mon idée de départ, j'ai l'histoire que je veux raconter, donc je l'écris vraiment à fond. Mais déjà, je l'écris en pensant au dessin d'Aurélie. Je l'écris en fonction de discussions qu'on a eues à l'avance sur des idées qu'elle aimerait faire. Le tome 4 par exemple, il est vraiment entièrement issu des idées d'Aurélie. Elle voulait un manoir, une forêt, le bord de mer. Donc moi je m'accapare ça, j'en fais ma tambouille personnelle qui devient après le scénario complet, mais après je lui propose une base. Voilà, en fait. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lui il me donne vraiment un truc qui en gros à la lecture de son scénario, c'est un peu comme lire une pièce de théâtre mais avec des descriptions un peu on n'est pas juste sur une scène quoi. Mais du coup, c'est déjà bien découpé pour que moi, quand je lise, j'ai déjà les images en tête, on va dire. Mais c'est pas du tout arrêté. Des fois, fois je vire une case, je déplace l'action dans une autre pour vraiment marquer un temps. Et notamment dans le tome 5, on a refait des scènes entières. On a refait des scènes ensemble. Et moi, des fois, je lui dis ça, tel truc, je trouve ça un peu
un peu trop évident, peut-être elle devrait pas réagir exactement comme ça. Enfin, en fait, et de la même manière, lui, quand j'envoie, parce que je lui montre chaque étape en fait. De storyboard, de dessin, d'ancrage, de couleurs et tout. Et c'est pareil, des fois il me dit ouais là, son expression pour moi on dirait qu'elle est plus telle ou telle expression, enfin tel ou tel sentiment, alors que ce qu'il faut faire passer c'est pas exactement ça, machin. Donc en fait on n'est pas cloisonné du tout en fait dans nos rôles. On est vraiment tous les deux au service de l'histoire et de l'émotion qu'on veut faire passer, et on est dans la même galère, on est dans le même bateau, et on n'a pas la science infuse, et donc on discute en fait, on cherche vraiment la meilleure solution. Et c'est un dialogue permanent, comme on disait hier, c'est une conversation qui dure depuis 5 ans sur Facebook, on s'envoie les pages ou par mail. 7 ans 7 ans maintenant, ouais. Et voilà, il n'y a rien d'arrêté, parce que quand moi j'écris, j'ai ma vision dans la tête, mais ça ne fonctionne pas forcément sur papier. Des fois, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, ouais. Et que je ne remarque pas avant de les mettre en image. Ouais. Parce que quand on lit, c'est vachement plus littéraire, quoi. Et du coup, il y a par exemple pour le tome 1, il y a des trucs qui m'ont vraiment pas choqué à la lecture, parce que j'étais prise dans l'histoire et tout. Et au moment de les mettre en scène, en image, je me rendais compte que ça marche. Enfin, par exemple, des trucs géographiques, le personnage est allé d'un point A à un point B, il est passé devant tel endroit, et au retour, la géographie ne marchait plus. Enfin, des trucs comme ça qui sont vraiment liés à la mise en visuel, quoi, à l'aspect visuel. Et des fois, ça marche pas toujours, où il y a des idées, il y a des trucs qui peuvent être améliorés en dessinant. Donc, ouais, non, c'est tout le temps en train de bouger, quoi. On n'est pas. Tout le temps. Il me fait pas la gueule si j'enlève une virgule. En plus, il y a ça, c'est que je suis pas nostalgique du tout de ce que j'ai écrit. Moi, c'était vraiment, je voulais faire passer une émotion principale. Donc déjà, je lui demande, est-ce que l'émotion, elle est passée ? Et après, on travaille pour faire au mieux. Mais ça nous est arrivé d'avoir des surprises. Dans le tome 4, j'avais envoyé un scénario complet qu'elle a lu, que les éditrices ont lu. On l'a corrigé, on a fait le petit découpage, on a entamé le storyboard, et puis arrivé à la planche 51, ah mais il n'y a pas de page 52, il manque une page. J'étais passé de la 51 à la 53. Tous les vis-à-vis, ça décale et tout, quoi. Donc il a fallu que je rajoute une page très contemplative, mais qui marche bien en fait. C'est marrant parce que du coup pour moi c'est une des ceux que je suis le plus contente. C'est la grande page, pleine page avec une grosse vague, et on voit le manoir en fond, et il y a juste une bulle de dialogue. Il y a une bulle, je crois. Oui, il y a une bulle. Et voilà. Donc des fois, ouais, là par exemple pour le tome 5, il y a un passage qu'on a complètement changé, quoi. Enfin, je sais pas si tu voulais en parler. Je veux bien voir. Voilà, page 40. C'est la forêt, là. Ah, tout ça, là. Ouais. Non, c'était avant. Tu sais, au début, elles allaient dans un cimetière. C'est exactement celle-ci que je voulais vous montrer en plus. Voilà. Ça c'est fou. Ça, c'est la version, elle date du moment où on a dû la faire, cette page. Parce que j'avais écrit toute une version de la séquence qui se passait dans un autre décor, et puis ça n'allait plus. Enfin, j'étais pas... je peux pas révéler le changement parce que ça révèle toute l'intrigue, mais on a complètement changé de décor, et c'est une séquence sublime, quoi. C'est au moment où vous avez dessiné la page que vous avez dit non, ça va pas. Juste avant en fait, parce que moi quand je fais les pages, je commence pas à la 1 et je finis pas par la 72 en faisant chronologiquement. Mais parce que ça serait un peu, ça m'apparaît trop ennuyeux, j'ai l'impression que la tâche est énorme si je fais ça en fait. Et aussi que du coup quand tu fais plein de pages, ton style et le dessin évoluent. Et si c'est linéaire, ça se voit vraiment beaucoup, je trouve. J'ai pas envie de faire les dernières pages qui sont hyper importantes. La fin, c'est important, quoi. De les faire dans le rush. Et donc, du coup, je travaille par séquence. Après, c'est pas tout le monde qui fait comme ça. Quand j'ai dit ça, il y a d'autres dessinateurs qui me disent « Mais t'es folle et tout, c'est trop bordélique. » Mais moi, en fait, je prends... telle ou telle séquence par aussi ordre de difficulté. Genre, par exemple, celle où je sais que je vais un peu galérer... où il y a beaucoup de travail de décor ou quoi, je me les garde pas pour la fin, quoi, parce que je sais que ça va être compliqué. Mais et donc ça faisait partie d'un passage que j'avais pas encore traité. Et puis c'est vrai que je sais pas, je le redoutais en fait, j'avais pas trop envie. Enfin, j'y vais aussi par intérêt, genre les planches qui m'inspirent beaucoup, les séquences que je me dis j'ai trop hâte de dessiner ça, forcément j'y vais un peu plus naturellement. Et là c'était pas le cas, et je sais pas, ça coinçait, quoi. Mais ça coinçait chez moi aussi. C'était une séquence, c'est une des seules séquences du tome 5 que j'avais écrit à l'époque du tome 1, en fait. Je savais précisément ce qui se passait à ce moment-là.
Et je l'ai gardé pendant 4-5 ans, pendant tout le processus de la suite de l'histoire. Et ça sonnait faux, il y avait un truc qui me gênait. J'accrochais dessus, mais bon, elle était écrite, donc il fallait avancer, quoi. Et quand on est enfin arrivé dessus, j'ai changé un détail et qui a changé toute la séquence. Et là, on a retrouvé la vibration un peu de vraiment la série complète. Et c'est en ça où c'est dur parce qu'on peut pas vraiment trop en dire sans ouais, là, si vous l'avez pas lu, on peut pas révéler ce qui se passe, quoi. Mais je sais plus ce que je voulais dire du coup, mais oui, que du coup, en parlant tous les voilà, deux, c'est en parlant. Mais moi aussi, en fait, ça me plaît pas, on va changer et tout, puis on a... Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que sa technique de travail, de bosser par séquence et dans le désordre, elle est aussi, elle est aussi accessible parce que j'écris tout le scénario d'un coup, en fait. Ça nous permet de choisir à l'avance, tiens, quelle séquence tu pourrais travailler et tout ça. Moi, je trouve ça vachement plus relaxant, quoi. Ouais, et justement, ça permet, quand moi je vais devoir écrire une séquence, qu'elle aille sur une autre qui est déjà écrite, donc elle sait où elle doit aller. Moi, pendant ce temps-là, je retravaille de mon côté le plus rapidement possible pour qu'elle ait toujours du boulot quand il faut, quoi. J'allais dire, tu te rappelles pas, il y a un autre truc aussi où j'avais réécrit tout un bout parce que t'étais... Mais je sais plus ce que c'était. C'était tout ça, on l'a réécrit oui, ça aussi. Nous allait... Ah oui, parce qu'on n'avait pas de double. Oui, on a rajouté ça, ouais. Il n'y avait pas de double page de carnet et je trouvais que ça manquait quand même Ouais, j'avais écrit un album où il y avait 2 pages de carnet tous les 8 planches. Mais du coup, elles étaient droites. Du coup, elles étaient l'une derrière l'autre. Il n'y avait jamais de vis-à-vis de pages de carnet. C'était pour m'amuser, mais en fait, c'est une bêtise d'avoir fait ça parce qu'on manquait de visuel classique de la série qui est vraiment hyper gourmand et agréable à lire. Et donc, j'ai changé une séquence BD en la faisant en texte pour permettre d'avoir un vis-à-vis de pages de carnet. Ok. Moi, ce qui m'a plu dans cette planche particulièrement, en fait, dans ces 2 pages, c'est le travail sur la lumière. En fait, vraiment la lumière qui passe à travers les arbres comme ça. On a l'impression que c'est quelque chose de très très important dans votre dessin, la lumière. Ça ressort énormément. Ouais, je suis contente qu'on me pose des questions comme ça, ça change. Ce que j'aime bien parler de ça, en fait pour moi c'est le truc le plus important en fait, la lumière. Enfin évidemment les designs, tout ça c'est important, mais en fait je trouve qu'un dessin un peu faible, mais bien éclairé, ça fonctionnera mieux qu'un dessin super solide, mais avec une lumière et des couleurs qui marchent. Où il se passe rien, quoi. Et pour moi, c'est vraiment... c'est comme au cinéma, en fait. La lumière, elle véhicule des émotions, des ambiances. On va pas choisir d'éclairer un truc... la même pièce dans un film avec des ambiances différentes, on va être complètement dans un autre ton, dans un autre... La chambre de Cerise est symptomatique de ça. Ouais. C'est que dans chaque tome, on la voit, la chambre, elle a jamais la même couleur. Parce que c'est jamais la même ambiance. Ils changent pas la tapisserie dans chaque tome, évidemment. Mais l'émotion est différente à chaque fois qu'on revoit la chambre de Cerise. Mais parce que... Ouais, c'est ça. C'est parce que pour moi, la couleur, c'est... En fait, quand on dit couleur, moi, dans ma tête, ça veut dire lumière, en fait. Parce que la couleur locale d'un truc, au final, c'est... Enfin, je sais pas, j'essaye de pas penser en termes l'herbe, c'est vert, le ciel, c'est bleu, un peu codifié comme ça. Et je sais pas, il y a des ciels jaunes, roses, c'est pas grave de faire de l'herbe violette, quoi. C'est du moment que la lumière et l'émotion passent, et pour moi c'est vraiment c'est un personnage en fait, la lumière là-dedans. Et c'est assez rigolo, des fois j'ai reçu des planches, des pleines pages avec un petit personnage, un petit bout de décor, et je lui disais, en noir et blanc, je disais, je sais pas, elle me paraît un peu vide, tu veux pas rajouter des trucs? Et elle me disait, non, attends la couleur. Et là, je la recevais en couleur. Je pense notamment à une pleine page du tome 3 en plongée sur l'atelier de reliure de Sandra, où tu as juste Cerise qui rentre dans la pièce. Il y avait beaucoup de décors. Mais il y avait une poutre, et puis il y avait des grandes plages vides au sol. Et en fait, elle a mis une lumière dessus tombante qui sort des fenêtres et tout. Et la lumière, elle habille la pièce, elle rend le truc magique. Et c'est ça,
quand j'ai... Ça donne la vie, quoi, la c'est lumière, sinon c'est froid en fait. Et c'est ça qui m'a amené vers elle en fait. Quand j'ai découvert son blog et ses dessins, c'était sa couleur et ses lumières qui m'ont poussé à la contacter pour cette série-là. Puis là en plus moi j'étais contente qu'on retravaille cette séquence pour que finalement le décor ça soit une forêt un peu en fin de journée et tout ça, parce que c'est les trucs que j'adore faire, quoi, les décors naturels, des trucs très organiques. Là il y a de la mousse, il y a des fougères, il y a de l'écorce, enfin c'est la fête, quoi, pour moi. Je peux dire ça sans rien dévoiler, ça devait être dans un cimetière cette séquence. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Non, c'était moins fun. Hein. Moins organique. Je vais passer à la dernière page. C'est en particulier cette page-là qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé pleine d'émotions en fait. Ouais. Déjà, c'est bien qu'elle soit muette, quoi. C'est important même qu'elle soit muette, cette page. Ça, c'est un classique du cinéma. C'est la pluie comme qui lave de tous les péchés. C'est le renouveau. C'est ouais, je sais pas. Je pense à un truc là de Notting Hill ou je sais pas quoi, tu sais, les trucs romantiques où à la fin ouais, moi je pense au film La jeune fille de l'eau où il y a un critique qui dit mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils s'embrassent sous la pluie, c'est vraiment nul sous la pluie, c'est d'un cliché. C'est une scène un peu cliché, ouais, l'eau qui lave. Mais je sais pas, j'avais envie de la faire et puis elle dessine bien la pluie, donc il fallait qu'on se fasse plaisir aussi. Moi, ce que j'avais envie de faire, en fait, c'est pas seulement la pluie, c'est l'espèce d'ambiance d'orage de fin de journée en été où il y a... Une grosse pluie chaude. Je sais pas si j'ai vraiment réussi à le faire, mais vous savez, des fois, il y a genre... d'un côté, il y a des murs très éclairés, très jaunes, parce que du coup, le soleil est bas d'un côté. Et en fait, derrière, le ciel est noir de l'orage. Et il y a une espèce de contraste comme ça qui est... que j'adore en fait, c'est genre le soir d'avant orage en été, et j'avais envie de faire ça en fait un peu. Après, en la revoyant avec le recul et tout ça, je me dis, on peut l'interpréter, on peut dire que c'est aussi l'acceptation des aléas, des intempéries, parce que on est là en fait. Cerise a résolu son problème vraiment à ce moment-là. C'est précisément la planche qui emmène vers quelque chose de nouveau. Et dans cette planche, Cerise, elle accepte l'incontrôlable, elle accepte les aléas de la vie, et donc représentée par cette pluie. Et même elle l'accueille avec cette gourmandise, elle lui offre son visage. Et j'ai l'impression qu'elle offre son visage à ce que l'avenir lui réserve et à l'imprévu. C'est beau. C'est super beau, ça va me faire pleurer, ça va faire couler la pluie. Non mais c'est marrant parce que c'est le genre de truc qu'on pense c'est un truc qu'on fait instinctivement en fait, et puis après voilà, ça fait un discours très empoulé. Ouais, on dirait qu'on a fait hyper exprès. Alors que est-ce que c'est pour permettre différentes interprétations que vous n'avez pas mis de bulle? Mais il n'y a pas besoin. En fait, c'est qu'il y a un moment où il n'y a pas besoin de mots. Et tout est dit. Tout est dit quand elle tend la main à sa maman pour l'amener vers ça. Tout est dit. Moi, j'aime bien en plus des fois je trouve que parfois les mots sont... Enfin oui, il y a des fois les mots sont de trop, et c'est pas parce qu'on est dans une BD qu'il faut mettre absolument des bulles partout s'il n'y a rien besoin de dire. Et justement, je trouve que ça crée un truc un peu... on a un peu on suspend un peu notre souffle, ça respire un peu, ça fait un vrai moment. On sent qu'en fait c'est un moment important justement parce que rien ne se dit. Et je pense qu'on entend plus la pluie aussi du coup. Non mais c'est vrai. Quand tu regardes quelqu'un manger, tu as des sensations, tu sens des odeurs alors que c'est dans un livre. Et là, je pense que quand tu es assis dans ton bon fauteuil et que tu lis ça, tu te rappelles du bruit de la pluie, et donc tu te fais ta bande sonore. Et les mots sont de trop, comme tu dis, ils sont restrictifs dans leur sens, donc autant les enlever. Et là, chacun va être bouleversé à sa façon. Donc il y a des moments où il n'y a pas besoin de mots. Il y a des BD entières sans parole qui sont bouleversantes d'émotions. Eh bien super. Merci. Merci à vous. Alors juste une dernière petite question. Une dernière petite question, quels sont vos projets par la suite maintenant que vous avez terminé ce tome 5? Je commence ? Vas-y. Alors, moi j'ai une nouvelle série jeunesse, mais qui va pas sortir avant la fin de l'année prochaine. Toujours chez Métamorphose, mais pas avec Joris cette fois. Ça va être un diptyque, mais d'une grosse pagination, enfin encore un peu plus de pages que Cerise.
Et jeunesse, mais assez différent, plus d'action, grands espaces, voyage. Ça se passe dans les années 60 en Afrique du Sud. Donc il y a un décor, on va dire, historique avec l'apartheid, etc. C'est pas exactement le sujet de la BD, mais ça fait partie du décor. Et avec, il y a une petite fille, mais en fait c'est un duo, un garçon et une fille. Voilà. Et oui, et sinon, en ce moment, je fais un reportage, oui, parce que j'étais partie dans la jeunesse et ça n'a pas grand-chose à voir. Mais je fais partie d'une association qui s'appelle Inklink. Et c'est une association qui a été initiée par Wilfried Lupano, sa compagne Mayana Itoz et Laure Garancher. Et en fait, qui connecte des auteurs et des autrices de bande dessinée à des ONG pour faire des projets humanitaires. Donc ça peut être de la santé, de l'environnement, tout un tas de trucs. Et je suis partie en Afghanistan pour documenter une maternité de Médecins sans frontières là-bas. Et là, je suis en train de faire un documentaire en BD là-dessus que j'écris toute seule, avec la relecture quand même de Wilfried. Mais c'est la première fois que j'écris quoi, et je dessine. Et c'est donc chez Soleil ? Pour l'instant, ça va pas être en livre. Pour l'instant, c'est vraiment de la communication pour Médecins sans frontières, donc ça va être relayé, ça va être en ligne en fait, accès totalement gratuit dans le monde, ouais, sur les réseaux de MSF, dans d'autres médias étrangers. Et dans un deuxième temps, je pense il y a une volonté un peu commune d'en faire quelque chose derrière, mais c'est encore trop tôt, je sais pas chez qui, voilà, c'est pas encore fait. On attend ça donc. Ouais, merci. Et moi de mon côté, déjà dans ma vie personnelle, j'ai un petit qui est en route, donc ça va être une grosse actualité pour mon année 2018. Et à côté de ça, je vais essayer de trouver du temps pour travailler sur la suite de tous mes projets. C'est les suites de mes séries en route, un nouveau Lily, un nouveau Enola, un nouveau Sorcière, un nouveau Yakari aussi. J'ai normalement une nouvelle série qui va arriver chez Vent d'Ouest en début d'année prochaine, à Angoulême prochain. Je vais normalement faire un Mickey dans la collection chez Glénat. J'ai plein de trucs. L'été prochain, je fais un feuilleton de l'été dans le journal de Mickey aussi. Je m'amuse quoi. Super. Et merci à vous deux. Merci.